Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Zacharie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas un politique, mais vous êtes secrétaire général du Centre national coopération et développement, ceux qui font l'opération 11-11-11, donc on va en parler. Tout d'abord, une question avec ce qui s'est passé mardi soir, cet attentat à Manhattan, à New York. Je vais vous demander votre réaction. Je vous propose trois types de réactions. Réaction A, c'est « Je suis New York ». On a beaucoup entendu ce genre d'affirmation. Réaction B, cela peut arriver n'importe où et n'importe quand. Et réaction C, finalement, c'est un peu de notre faute ce qui se passe. Quelle est votre réaction? Ma réaction, je prendrai la deuxième, c'est qu'on se focalise, à juste titre, sur ce type d'attentat terroriste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des 10 dernières années, le nombre d'attentats terroristes djihadistes a été multiplié par 10, mais la grande majorité, et même la quasi-totalité des victimes se trouvent dans les pays en développement, et plus précisément en Afrique et au Moyen-Orient, et avec une majorité de musulmans victimes de ces attentats terroristes. Donc on cherche, et l'État islamique cherche clairement à braquer des populations les unes contre les autres, c'est le monde occidental contre le monde musulman. Malheureusement, il trouve un interlocuteur très efficace, en la personne de Donald Trump, qui lui alimente quelque part le récit de Daesh, en faisant un amalgame entre l'immigration et le terrorisme. Et donc, ça ne peut que renforcer le discours de Daesh qui dit en fait, qui essaye de dire au monde musulman, vous voyez bien qu'il y a une guerre entre l'Occident et l'islam et que votre véritable maison, c'est chez nous. Bon, on rediscutera de cet aspect-là des choses peut-être quand on parlera de politique de coopération. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de cette opération 11-11-11. Elle démarre demain. Alors, comme chaque année, c'est une opération, on va récolter des fonds. Mais à quoi vont servir ces fonds? Qui va en profiter exactement? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les basiques de l'opération 11-11-11? Donc l'opération 11-11-11, elle a été créée il y a plus de 50 ans maintenant pour organiser une grande collecte de récolte de fonds sur une base pluraliste. C'est-à-dire que souvent on nous dit on ne sait pas à qui donner. L'opération 11-11-11, elle a été créée pour ça. Elle permet de financer une cinquantaine de projets et de programmes de développement chaque année qui sont portés par plusieurs dizaines d'ONG belges, puisque le CNCD 11-11-11, c'est la coupole des ONG belges. Et donc après cette opération 11-11-11, à partir de janvier, les ONG belges vont introduire des dossiers de financement avec leurs partenaires du Sud, et un collège d'experts indépendants va sélectionner les programmes que l'opération 11-11-11 de cette année va financer. Donc c'est, je vous dis, une cinquantaine de projets de développement en éducation, en santé, en agriculture, en accès à l'eau, qui sont portés par nos différentes ONG membres, Oxfam, SOS Fin ou Entraide des Fraternités par exemple. Et alors l'argent récolté, il y a en plus une spécificité en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'il y a de l'argent en plus qui est donné par l'État pour augmenter la somme. Donc c'est ce qu'on appelle le doublement WBI. WBI a décidé depuis plusieurs années, pour chaque euro qu'on collecte dans la rue et qui permet de financer un programme dans le Sud, WBI le double. Et on voit aussi que des ONG, avec l'argent de l'opération 11-11, vont chercher aussi des cofinancements publics. Et donc on a calculé, on limite nos frais d'organisation à 19% pour l'organisation de l'opération 11-11-11, mais on a calculé que pour chaque euro qu'on collecte dans la rue, il y en a 3 en réalité qui vont dans le Sud pour financer des projets grâce à cet effet de levier permis par WBI et par des cofinancements publics. Alors l'année passée, vous aviez récolté à peu près 1,5 million, c'est ça, d'euros. Donc l'objectif, c'est de faire un petit peu mieux. On veut dépasser la barre, on était juste en dessous. Juste en dessous. Voilà. Donc, pour être juste au-dessus. Alors des exemples concrets de ce que vous faites, quand vous dites une cinquantaine d'opérations. Moi j'ai noté lutte contre les violences sexuelles au Congo, travail décent en Asie, sécurité alimentaire en Amérique du Sud. Vous axez aussi beaucoup sur l'égalité des genres, sur le soutien aux enfants. L'éducation, la santé, évidemment. Ça reste vraiment prioritaire. Donc ça reste prioritaire, mais si je devais vous citer, je reviens il y a quelques jours de République démocratique du Congo, justement, pour aller visiter quelques programmes et quelques projets. Donc des projets très intéressants de santé, d'agriculture, d'éducation. Mais je voudrais vous parler de nouveaux types de partenariats qu'on soutient. Vous savez qu'au Congo, il aurait dû y avoir des élections en décembre dernier, qu'il y a une transition et qu'on a un gouvernement et un président qui s'accrochent au pouvoir alors que la Constitution limitait ses mandats à 2.
Et donc, on a des mouvements citoyens qui se mobilisent pour revendiquer leurs droits démocratiques, le respect de la Constitution. Et donc, on soutient le grand réseau de la société civile congolaise qui s'appelle AYETA, Agir pour des élections transparentes et apaisées, qui organise des actions de sensibilisation, d'interpellation pour que soient respecter les droits démocratiques et constitutionnels des populations. Donc là, vous sortez un petit peu de votre cadre habituel. On sort, enfin, en tout cas, c'est un cadre qu'on embrasse de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que c'est bien de soutenir les droits économiques et sociaux par des projets concrets sur le terrain, mais si les populations n'ont pas leurs droits civils et politiques respectés, en fait, s'ils n'ont pas accès à l'éducation et à la santé, ils n'auront pas la liberté de pouvoir le revendiquer. C'est un tout. Et ces contre-pouvoirs citoyens sont absolument fondamentaux. Nos partenaires sont des acteurs de développement, mais on cherche aussi à ce que ce soit des acteurs de changement de leur propre société. Mais comment s'assure-t-on que cet argent est bien utilisé, que les gens que vous avez désignés vont bien l'utiliser à ce qui est prévu ? Évidemment, la coopération au développement en général et le travail des ONG en particulier est suivi à la trace. D'abord, on a des partenaires avec lesquels on travaille. Évidemment, chaque euro est analysé. On veut s'assurer de la traçabilité totale. Mais en plus, derrière ça, nous avons nos donateurs d'une part, mais aussi les milliers de volontaires qui vont collecter l'argent dans les rues par les froides soirées de novembre. Et donc, ils nous demandent évidemment des comptes. Donc, évidemment, nos comptes sont audités, etc. Donc, je pourrais vous donner la réponse bureaucratique habituelle. Mais la réalité, c'est que comme on est dans un mouvement citoyen, à la fois ici en Belgique et dans les pays en développement, chaque euro compte et donc chaque euro est tracé. Est-ce que vous avez été touché par les dérives du SAMU social ? Oui, bien sûr, parce que c'était... Enfin, touché, je veux dire, est-ce que vous avez senti que les gens hésitaient peut-être à faire des dons tout d'un coup ? Pas en ce qui nous concerne, non. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, c'est du bénévolat. Donc nos administrateurs, les membres du CA n'ont pas de jetons de présence. Je parlais du collège, des experts extérieurs qui sélectionnent les projets. Ils le font de manière bénévole. Ce sont souvent des experts qui travaillent pour des grandes institutions. Donc on travaille dans le bénévolat. Donc des dérives de type SAMU social ne seraient pas possibles chez nous. Alors parlons de coopération au développement. Dans votre dossier de presse, vous dites quand même que la coopération est menacée de coupe dans le fédéral. En 7 ans, on a perdu à peu près 20% du budget de la coopération. Pourquoi finalement ce budget de la coopération perd-il de ses moyens ? Parce que, loin des yeux, loin du cœur, donc on a prôné des politiques d'austérité, des réductions budgétaires, et donc la coopération au développement a été un des départements les plus ciblés par le gouvernement belge depuis plusieurs années. Et les ONG ont d'ailleurs été lourdement touchées cette année, puisque entre 2016 et 2017, donc d'une année à l'autre, il y a eu plus de 19% de coupes budgétaires dans les programmes de développement. Donc c'est évidemment un mauvais calcul, parce qu'on se rend compte de tous les effets boomerang. On vit dans un monde de plus en plus interdépendant. On se rend compte que le voisinage de l'Europe est de plus en plus instable et qu'on en subit les effets boomerang. Donc c'est dans notre intérêt à renforcer la coopération internationale, à financer la coopération au développement. Donc en quelque sorte, on lance un appel au public belge de dire l'opération Sanson, ce qui est justement une action citoyenne où ce sont les citoyens qui font des dons pour des projets qui vont permettre de soutenir d'autres citoyens dans le Sud, puisqu'on soutient des partenaires de la société civile. Faire un don à l'opération Sanson cette année, c'est un peu compenser le manque à gagner des coupes décidées par le gouvernement, mais c'est aussi un message politique au gouvernement belge pour dire on veut un minimum de solidarité internationale parce que c'est dans l'intérêt de la Belgique, c'est dans l'intérêt de l'Europe et le repli sur soi n'est pas une solution. Donc si vous récoltez encore beaucoup plus d'argent cette année, ce sera un message à Charles Michel, j'ai bien compris. Mais est-ce que c'est une bonne manière de lutter contre le terrorisme? Est-ce que c'est une bonne manière de lutter contre l'arrivée assez importante de flux migratoires, de migrants, de lutter contre les passeurs? En quoi la coopération peut vraiment aider? Vous savez, les inégalités mondiales, c'est le principal problème des désordres internationaux. Donc vous parlez de certains sujets, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Les changements climatiques sont évidemment un enjeu mondial de première importance. Donc tous ces enjeux s'expliquent par une grille d'analyse nord-sud. On peut espérer vivre dans un îlot de prospérité, mais c'est une illusion quand on baigne dans un océan de misère. Donc, de nouveau, si on veut éviter les effets boomerang dans un monde interdépendant, on a intérêt
à soutenir la coopération au développement. Hein, on parlait tout à l'heure de l'État islamique, hein, le Moyen-Orient, tout comme l'Afrique d'ailleurs, donc les deux régions les plus touchées, sont les deux régions les plus inégalitaires du monde. Hein, là où le taux d'emploi des jeunes diplômés, hein, on peut avoir un diplôme et ne tout simplement pas trouver d'emploi. Donc la question du développement économique et social n'est pas la réponse à tout, mais ce qui est certain, c'est que quand on assiste à des niveaux de pauvreté et d'inégalité aussi criants, eh bien, évidemment, c'est la porte ouverte à toutes ces dérives. Il suffit de regarder comment les mouvements islamistes au Moyen-Orient financent des projets de développement, financent les populations pauvres et finissent par avoir leur adhésion par ce biais-là. Donc, surtout, n'abandonnons pas la coopération au développement dans notre voisinage, parce que, alors là, on laisserait encore plus le terrain à ceux qu'on prétend vouloir combattre. Vous dites aussi, vous voulez une justice migratoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? La justice migratoire, c'est se rendre compte que quand on migre du nord vers le sud, on est un touriste ou un expatrié. Quand on migre du sud vers le nord, on est un immigré qu'on essaye d'empêcher de passer par tous les moyens. Donc nous, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que la solution à tous ces problèmes, c'est de garantir que chacun puisse vivre dignement là où il est né. Hein, parce que les inégalités mondiales, les inégalités entre pays, continuent aujourd'hui d'expliquer les 2 tiers des inégalités mondiales. Hein. Imaginez que la moyenne des 5% les plus riches d'un pays africain d'un côté de la Méditerranée sont moins élevés que les 5%, la moyenne des 5% les plus pauvres des pays européens qui se retrouvent de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, ce qu'il faut, c'est s'attaquer évidemment à ces inégalités mondiales. De nouveau, ce n'est pas la seule solution, mais en tout cas, ça va clairement y participer. On a parfois un problème aussi de se dire quelle est la hiérarchie, ou est-ce qu'il vaut plutôt lutter contre les inégalités dans notre propre pays, ou, comme vous l'expliquez, essayer de ramener l'ensemble des inégalités au niveau mondial à un niveau plus acceptable. Est-ce qu'il faut choisir ? Il ne faut surtout pas choisir, il faut agir aux 2 niveaux. Et d'ailleurs, hein, nous travaillons notamment pour développer des systèmes de protection sociale parce qu'on a la solution dans nos pays pour éradiquer les inégalités. Hein, si on n'avait pas de système de protection sociale, en Wallonie-Bruxelles, on aurait plus de 40% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Or, on est à peu près à 15%. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à développer ces recettes qui ont fonctionné chez nous, hein, plutôt que de les détricoter, comme certaines forces politiques voudraient le faire dans nos pays, à présenter les systèmes de protection sociale comme des charges qui seraient devenues insoutenables. En réalité, il faut mondialiser la protection sociale plutôt que de scier la branche de la prospérité sur laquelle nous sommes assis. Bien, merci Arnaud Zacharie. Grâce à vous, on a un peu mieux compris ce qu'il y a derrière l'opération 11-11-11. Demain, je recevrai tout autre invité. C'est une maman dont la fille de 12 ans s'est radicalisée. C'est un témoignage assez intéressant. Ce sera pour demain dans l'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.